Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je me présente, Madame Yamna Fatmi, professeure de l'enseignement supérieur à la faculté de droit, Université Mohammed Ier Oujda, docteur en droit privé, faculté de Paris, spécialité droit privé, notamment en responsabilité, assurance et droit médical et de la santé. Bienvenue à cette séance de droit dans laquelle je vais présenter le sujet qui est la théorie générale des obligations. C'est une matière programmée et destinée aux étudiants en licence fondamentale en langue française. D'abord, pour comprendre la matière, il faut faire certaines nuances et certaines distinctions entre les notions qui peuvent notamment se confondre dans cette matière, notamment la notion de l'obligation. D'abord, quand on entend cette notion d'obligation, nous avons trois sens. Le premier sens, il a un caractère, j'allais dire, du langage courant. Quand on dit une personne est engagée, là, l'obligation est souvent utilisée dans le sens de devoir. Par exemple, l'obligation de rouler à droite. Ou l'obligation d'immatriculer une société au registre de commerce. Un deuxième sens aussi, c'est un sens financier. Exemple, en matière de droit des affaires, on oppose les actions aux obligations. Le troisième sens, et c'est ça le sens qui nous intéresse en tant que juriste, c'est le sens juridique notamment. Donc là, on entend par obligation, c'est ce rapport juridique entre un créancier et un débiteur, c'est-à-dire un lien de droit qui unit l'une à l'autre, une personne à l'autre. C'est, par exemple, c'est l'obligation du débiteur de faire quelque chose pour le créancier, ou de lui remettre, ou de donner quelque chose, ou de s'abstenir de faire quelque chose en faveur de cette deuxième personne qui est le créancier. Et donc ici, dans ce double aspect de l'obligation qui représente toujours un aspect actif pour le créancier et un aspect passif pour le débiteur. Et c'est ce sens-là, normalement, qui nous intéresse autant que juriste. Cette obligation ou cette théorie de l'obligation, elle a certains caractères aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet. Parmi ces caractères, on trouve que l'obligation prise, bien sûr, dans ce sens précédemment, c'est-à-dire un sens juridique, il a en gros trois caractères. Premier caractère, c'est le caractère obligatoire. Le débiteur est obligé d'exécuter l'obligation. S'il ne l'exécute pas spontanément, le créancier peut l'y contraindre, peut tout simplement le forcer, pour dire ainsi, en exerçant une action en justice pour l'obliger justement à exécuter son obligation. Et cela s'oppose, cette obligation dans le sens de notre matière, et il se pose en même temps à l'obligation naturelle. L'exécution, par exemple, ne peut être poursuivie en justice quand on est obligé ou dans le cadre d'une obligation naturelle. En pratique, les obligations naturelles sont infiniment moins fréquentes que les obligations civiles, si bien que lorsqu'on parle d'obligations sans autre précision, on entend toujours parler de l'obligation civile qui est le cas général, c'est-à-dire l'obligation à caractère juridique. Deuxième caractère de cette obligation, c'est le caractère personnel. Le personnel qui s'oppose à familial, si je peux dire les choses comme ça. L'obligation est personnelle à celui qui l'a souscrite. Toute personne qui s'oblige et s'engage, c'est à lui seul et à elle seule justement d'exécuter cette obligation. De ce caractère personnel, on comprend aussi, ou on déduit généralement un principe ou un autre principe d'intransmissibilité des obligations. À la vérité, on se demande s'il faut le présenter comme un principe tant il subit d'exceptions. Et d'ailleurs, en matière de droit, comme on va voir, et comme vous le voyez même dans les autres matières, chaque règle ou chaque principe, il a ses exceptions. Et ça, je le mets entre parenthèses. Troisième caractère de l'obligation, c'est qu'il a un caractère patrimonial. L'obligation a un caractère patrimonial en ce sens qu'il est évaluable en argent, qu'elle a une valeur, et à ce titre-là, elle constitue un élément actif ou passif du patrimoine du créancier et du débiteur.
Ça, en ce qui concerne les caractères de l'obligation en général. L'obligation aussi, ou la théorie des obligations, nous oblige aussi à préciser et à limiter aussi certains principes, certaines notions qui entourent cette matière qui est la théorie générale des obligations. La théorie générale des obligations, c'est, j'allais dire, c'est le droit commun, presque. C'est le fondement de tous les droits que soit on enseigne dans les processus universitaires, dans les facultés de droit, soit autant qu'outil de droit pour les juristes et les professionnels de droit. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un lien juridique, comme je viens de le souligner. Ces obligations ou ces engagements trouvent leur source, au moins moi je parle de droit marocain, dans le dahir des obligations et de contrats. Mais à l'instar de toutes les autres législations en matière de droit comparé, notamment le Code civil français, le Code civil belge, le Code civil allemand et d'autres, qui réglementent d'une manière très large et d'une manière aussi large et précise en ce qui concerne les engagements et les obligations. Quand on regarde le dahir des obligations et de contrats, on peut tout simplement répartir cette théorie des obligations en deux grandes théories. Ou étudier cette théorie théorie générale des obligations en deux axes fondamentaux. Premier axe, ou le premier volet, il s'agit de l'acte volontaire, soit l'acte volontaire unilatéral ou l'acte volontaire bilatéral, ce que nous appelons tout simplement l'acte juridique. En deuxième volet, ou en deuxième axe, il s'agit du fait juridique, c'est-à-dire la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle, ou encore ce que le législateur appelle les quasi-contrats. Pourquoi? Parce que ces deux théories-là, ce sont les deux causes fondamentales et principales des engagements. C'est le pourquoi de ces engagements. Pourquoi on se trouve obligé? On se trouve obligé pour deux causes. Soit nous l'avons choisi, et donc là, nous sommes devant les causes volontaires des obligations, soit nous ne l'avons pas choisi, nous l'avons subi, et en ce moment-là, nous sommes devant les causes involontaires des engagements. Ces deux axes-là, ils ont bien sûr provoqué l'intervention du législateur pour les réglementer, comme je viens de le dire, partout dans le monde, on doit comparer, dans ce que nous appelons les codes civils pour les droits comparés, et chez nous on l'appelle le dahir des obligations de contrat ou le droit des obligations de contrat qu'on appelle le DOC. Les causes volontaires des obligations. Les causes volontaires des obligations, c'est quoi? C'est que les personnes, ils choisissent à s'engager, et une fois elles s'engagent par leur propre volonté, le législateur, il a tout simplement réglementé cette obligation qui est volontaire et qui va devenir par la suite, une fois exprimée par les parties, qui va devenir comme une loi pour les parties. Et donc ça va lier les parties, d'où le mot justement, ou la définition même de cette obligation qui est un lien de droit et un lien juridique. Deuxième source des obligations, ce sont les sources involontaires. C'est-à-dire que les personnes ou l'individu se trouve devant l'obligation de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose, ou de donner quelque chose à une autre partie, alors qu'il n'a jamais choisi d'être obligé. Il l'a fait d'une manière subite, c'est-à-dire il a subi cet engagement. C'est pour cela que dans la doctrine, notamment la doctrine française, dans le droit comparé, on trouve que pour les juristes, lorsqu'ils étudient cette matière, elle étudie une part, la première partie, on l'appelle la théorie générale des obligations, et plutôt la théorie générale, dans la théorie générale des obligations, il y a la théorie du contrat
et la théorie justement du fait juridique, ou encore la théorie de la volonté des parties et la théorie du fait juridique ou encore de la responsabilité civile, délictuelle ou quasi-délictuelle. D'ailleurs, le Dahir des obligations de contrat, il a suivi cette répartition doctrinale, même dans le contenu, même dans son contenu. Et nous trouvons que le Dahir des obligations de contrat, c'est-à-dire le législateur marocain, à l'instar des autres, bien sûr, à l'instar des autres droits et des autres codes, il a réparti le code en plusieurs titres, notamment dans le premier titre, il va réglementer les causes, ou plutôt ce qu'il appelle les obligations volontaires issues de la volonté des parties. Et là, il va réglementer la volonté unilatérale ou l'engagement unilatéral, et en même temps, dans un deuxième volet, il va réglementer l'engagement volontaire bilatéral ou multilatéral contrat. Un deuxième chapitre qui traite aussi des causes involontaires des obligations, à savoir le délit et le quasi-délit. Le législateur va rajouter un autre événement, un autre fait qui va appeler les quasi-contrats, qui sont aussi considérés par le législateur comme étant des sources d'obligations et qui obligent par lesquelles le législateur oblige la personne à les exécuter et à répondre de cet engagement. C'est pour cela que quand on parle justement encore une fois de cette répartition, il vaut mieux appeler les premières causes d'engagement, à savoir les causes volontaires, c'est-à-dire le contrat, et en deuxième phase, des causes involontaires, plusieurs doctrines et même législateurs, ils l'appellent l'engagement légal, c'est-à-dire c'est le législateur qui nous rend obligé de répondre à certains faits, notamment le fait juridique ou le fait dommageable, mais en même temps ce que nous appelons les quasi-contrats. En langue arabe, je dis ashbah al-uqud. Donc, pour étudier la matière, nous allons suivre cette répartition de Dahir des obligations de contrat, et on va voir dans un premier chapitre, on va voir les obligations volontaires, notamment l'engagement unilatéral et le contrat ou l'engagement bilatéral. L'acte juridique peut prendre deux formes. Soit un acte qui n'engage qu'une seule personne, l'obligation naît en ce moment-là du simple engagement unilatéral, ou comme on dit, d'une déclaration unilatérale de volonté, ou bien d'un acte bilatéral provenant de l'accord de deux volontés au plus, et dans ce cas, on parle du contrat. Ou bien, comme aussi on trouve dans certaines doctrines, on l'appelle la convention. On va voir par la suite, est-ce que convention veut contrat, ou est-ce que contrat veut convention, et est-ce que tout convention, ça veut dire un contrat, et vice-versa. Donc ça, nous allons le souligner lorsqu'on arrive justement à l'étude de cette section relative au contrat, comme source volontaire des obligations. On va revenir à l'engagement unilatéral. Qu'est-ce que c'est qu'un engagement unilatéral? Pour le Dahir des obligations de contrat, à l'instar des autres codes, il n'a pas donné une définition. Mais en nous donnant un exemple, et cet exemple qui est toujours donné dans la doctrine, l'exemple le plus fréquent dans ce type d'engagement, c'est la promesse de récompense. Une personne perd un objet, elle fait afficher ou publier dans les journaux un avis par lequel elle promet de donner une certaine somme d'argent à la personne qui lui trouve l'objet perdu. Donc là, la personne, il s'est engagé en faisant cette offre à toute personne qui va accepter, tout simplement, qui va lui rendre la chose perdue. La question qui va se poser, quelles sont les limites de cet engagement et quels sont ses fondements? Est-ce que cette personne est tenue de cette déclaration? Quand est-ce qu'elle va commencer cette obligation de répondre et quand est-ce qu'elle va se terminer? Est-elle obligée de donner la récompense objet de l'engagement, voire d'exécuter son engagement? Du moment qu'il a déclaré,
et que justement l'information et par la publicité, il est arrivé justement à la connaissance du public, la personne elle se trouve obligée notamment de l'exécuter, la personne qui a fait cette offre. Selon l'article 18 de DUC, nous lisons dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. L'article 16, en ce qui concerne la force obligatoire, nous dit la promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la révocation survient après l'exécution commencée. Et celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai. Et nous lisons encore une fois dans les autres articles de DOC, d'arrêt des obligations de contrat, qui a réglementé cette matière, qui nous dit si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles, si elles l'ont accompli en des temps divers. La récompense appartient à la première date. Si elles l'ont accompli chacune pour une part, cette récompense est partagée dans la même proportion. Si le prix ou la récompense ne peut se partager, mais peut se vendre, le prix en ce moment-là, on est partagé entre les ayants droit. Si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur finale ou ne peut être donné qu'à un seul ou à une seule personne, donc d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort. La promesse faite par affiche ou autre moyen de publicité d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître la vie, rapporte l'objet ou accomplit le fait. Il rajoute, le législateur, l'auteur de la promesse est tenu dès lors de son côté à accomplir la prestation promise. Donc ça, en ce qui concerne la promesse de récompense. Donc le législateur, il l'a réglementé dans les articles, comme je viens de citer, et il a donné justement les conditions pour la validité de cet engagement et aussi pour les moyens de l'exécuter lorsqu'il y a plusieurs personnes qui exécutent justement ou qui répondent à cette offre. Une fois la personne il a déclaré cette volonté justement de faire cette récompense, et une fois l'information est arrivée au public, à partir de là, la personne se trouve obligée de répondre à cet engagement ou à cette obligation. Deuxième exemple qu'on peut donner à côté, bien sûr, de cette promesse de récompense, je peux citer d'autres déclarations de la volonté, notamment le testament. Le testament qui est un acte unilatéral dressé par une personne et qui fera naître un droit au profit du et au délégataire. Cet acte de testament ne prendra effet qu'au décès du testateur, c'est tout à fait normal, c'est le testament, l'OACIA. C'est seulement à cette date-là qu'il fera apparaître plutôt un droit définitif. Mais avant son décès, le testateur peut toujours le révoquer et revenir sur son engagement sans être obligé de respecter aucune condition. Puisque ici, la condition de l'exécution de cet engagement, la réalisation de cet engagement, c'est le décès de la personne qui a déclaré sa volonté. Et tant que cette condition qui est le décès n'est pas encore arrivée, et donc la personne elle peut toujours revenir sur son engagement. Troisième exemple que je peux citer à ce stade-là, il s'agit de l'offre à fin de purge. Et là aussi, pour le définir, je donne un exemple. Une personne qui va faire une offre de payer faite par l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué afin d'éviter la saisie qui sera éventuellement pratiquée sur un créancier. De lui verser directement la partie du prix correspondant à sa créance, ce qui purgera l'immeuble du droit réel. Et là, on comprend même du mot, du verbe purger, c'est-à-dire l'objectif, c'est quoi? C'est purger cet immeuble d'un droit réel qui l'alourdit et que, en ce moment-là, il créait un problème pour la personne, justement. Troisième exemple que je peux aussi citer à ce stade-là, c'est Al-Waqf aussi, Al-Habous, qui est une institution islamique
et par laquelle une personne déclare par sa propre volonté, unilatérale bien sûr, à mettre en statut d'inaliénabilité au profit d'une cause ou d'une postérité ou autre population désignée d'un actif identifié dont on se dépossède par conséquent et ce à titre perpétuel. D'ailleurs, il ne faut pas le confondre avec la donation qui est un acte volontaire bilatéral. Aussi, il faut noter que l'institution al-Waqf ou encore al-Habous est réglementée par l'arrêt du 23 février 2010, Code des Habous ou al-Waqf. Enfin, et pour terminer avec l'engagement unilatéral comme source des obligations ou des engagements, on est en droit de poser les questions suivantes. Qu'en est-il alors de la valeur juridique de ces engagements? Est-ce qu'il va engendrer les mêmes effets que les autres causes d'obligation, notamment le contrat? L'engagement unilatéral, selon le DOC, est défini et définitif et intangible dès l'origine. Dans les obligations toujours unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. Ceci étant, il faut noter que l'engagement unilatéral ne peut engendrer ses effets que lorsqu'il est valable. Sa validité est soumise aux mêmes conditions de la validité des contrats, sauf en ce qui concerne l'accord des volontés qui ne concerne que l'acte bilatéral, chose que nous allons voir dans le titre relatif au contrat dans la séance prochaine, Inch'Allah, et Ramadan Mubarak Saïd, ou Qaf Diorkou.